En fait, parfois pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde, il suffit de prendre les infos d'une seule journée. Aujourd'hui, on va faire exactement ça, décortiquer comment des événements qui semblent n'avoir aucun rapport, une crise militaire, des appels diplomatiques, des alertes météo et même un concert, racontent en fait une seule et même histoire. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Tout démarre avec une déclaration fracassante. Les États-Unis l'annoncent haut et fort, leur objectif, il est clair, il est brutal, décapiter le régime en place en Iran. Forcément, une annonce pareille, ça met immédiatement le feu aux poudres. Et ce ne sont pas que des mots. Quasiment au même moment, des explosions retentissent en plein cœur de la capitale iranienne. L'intention se transforme en action. La crise est bel et bien là. Alors, premier point, revenons sur cette escalade militaire. Parce que tout s'est enchaîné à une vitesse absolument vertigineuse. Et là, tout va très très vite. Le Hezbollah, depuis le Liban, lance une attaque sur Israël. L'armée israélienne riposte dans la seconde sur le sud du Liban avec un ordre d'évacuation massif. Et quasi simultanément, les États-Unis frappent Téhéran et le guide suprême Ali Khamenei est tué. En réponse, l'Iran met en place un conseil provisoire pour gérer la suite. En l'espace de quelques heures à peine, c'est toute la région qui s'embrase. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le décalage. D'un côté, on a cette volonté américaine de décapiter le pouvoir. Et de l'autre, les experts, eux, sont beaucoup plus sceptiques. Ils rappellent que la République islamique a toujours été résiliente. Comme le dit un analyste, le régime est assez hermétique et, je cite, « Qui dit décapitation d'un dirigeant dit qu'il y aura directement une tête qui va réapparaître après. » L'Iran a déjà montré par le passé qu'il pouvait se réorganiser à une vitesse folle. Face à cet incendie militaire, une autre course s'engage immédiatement, la course pour la paix. Et ça provoque une véritable onde de choc diplomatique. Le président algérien dégaine son téléphone. Il enchaîne les appels avec les poids lourds de la région, le prince héritier saoudien, le roi de Jordanie, le sultan d'Oman ou encore les émirs du Qatar et du Koweït. Le but du jeu de cette tournée diplomatique express, sonder le terrain, discuter et surtout, appeler au calme. Et le message de l'Algérie, qui est passé à tous les ambassadeurs, est en ne plus clair. Il faut que ça s'arrête, et tout de suite. Le pays appelle à la plus grande retenue et rappelle son opposition à toute violation de la souveraineté dans la région. Parce qu'une crise dans le Golfe, évidemment, ce n'est jamais que militaire ou diplomatique, c'est aussi, et peut-être même avant tout, économique. Et là, l'impact a été instantané. Le pétrole flambe directement. Les prix du brut passent la barre symbolique des $80 le baril. C'est la réaction quasi immédiate, un réflexe des marchés financiers dès qu'il y a de l'instabilité dans cette région si vitale pour l'énergie mondiale. Alors, pourquoi cette flambée ? Eh bien, la raison, elle est là. Le transport maritime par le détroit d'Ormuz est suspendu. Et il faut bien comprendre que ce détroit, c'est le robinet par lequel passe 20% du pétrole consommé dans le monde chaque jour. Quand ce robinet se ferme, même pour un temps, ça crée un appel d'air gigantesque sur le marché. Et attention, ça pourrait être bien pire. Un expert des questions énergétiques, Bardé Mandouche, tire la sonnette d'alarme. Si ce blocage dure, les prix pourraient littéralement exploser pour atteindre 120 voire $150 le baril. On imagine les conséquences, flambée des prix à la pompe, inflation galopante, un vrai effet domino sur toute l'économie mondiale. Face à ça, l'OPEP+ essaie de réagir. L'organisation annonce une augmentation de ses quotas de production, 206 000 barils de plus par jour pour avril. Pour l'Algérie, ça représente une petite hausse de 6 000 barils par jour. C'est une tentative de rassurer les marchés, bien sûr, mais la question c'est, est-ce que ça va suffire face à une telle crise ? Pas si sûr. Allez, on change complètement de décor maintenant. Parce que pendant que le monde a les yeux rivés sur le Golfe, ici en Algérie, le gouvernement doit jongler avec une pile de dossiers internes, tous plus urgents les uns que les autres. Et c'est là que le grand écart devient fascinant. Regardez un peu tout ce qui se passe en même temps. Le même jour, le gouvernement doit renforcer le plan de lutte contre les criquets pèlerins en y mettant même l'armée, mais il doit aussi gérer des alertes météo pour des vents à 90 km/h, mener des opérations antiterroristes, prolonger les inscriptions pour l'orientation scolaire et même mettre en demeure une chaîne de télé pour trop de pubs. Bref, la vie d'un pays, elle, ne s'arrête jamais, même pour une crise internationale. Ce qui nous amène justement au dernier point. Parce que oui, au-delà des crises, du chaos et des gros titres, eh bien la vie, elle, continue. Et c'est souvent dans la culture et le sport qu'elle trouve son rythme. D'abord, une super nouvelle qui fait du bien au moral. La sélection nationale militaire algérienne a remporté la première place par équipe au championnat du monde de cross-country en Grèce. C'est un moment de fierté nationale, une bouffée d'air frais au milieu de toutes ces infos anxiogènes.
Et puis il y a cette image, loin, très loin, du fracas des bombes. On est à Alger, à la salle Ibn Khaldoun. Elle est pleine à craquer pour un concert du groupe mythique Raïna Raï. Des jeunes, des moins jeunes, tout le monde est là pour replonger dans l'âge d'or du rail. Et comme le dit un spectateur, ce n'était pas juste un concert, c'était des retrouvailles. Et il a cette phrase qui est juste magnifique, la musique de Raïna Raï, elle répare les souvenirs. Alors, que retenir de cette journée de folie? Entre les menaces de guerre mondiale et les tempêtes de sable, elle nous montre peut-être une chose toute simple. La vie, elle, trouve toujours son chemin. Et ça nous laisse avec cette question au fond, quand tout semble s'effondrer, est-ce que ce ne sont pas ces moments de culture partagée, de fierté collective, qui nous permettent de tenir bon?